Stanislas, Muriel, je vous invite à Oui, commencer. oui, donc bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Nathalie. Je me permets de prendre la main ce soir parce que Muriel donc Roras, qui fait partie des psychanalystes membres de l'APE, vient de sortir un livre que j'ai lu, donc passionnant. C'est un livre de commande. Donc pour le moment, ce n'est pas ce que Muriel a décidé, mais pour la suite, elle va vous dire ce qu'elle a décidé. Elle a imaginé, on lui a fait dire d'imaginer d'avoir en psychanalyse dans son cabinet François-René de Chateaubriand, donc le grand précurseur du romantisme du 19e siècle, euh, qui a eu une histoire assez passionnante parce qu'il a été homme politique, il a été écrivain. Et c'est important dans l'histoire du romantisme parce que on peut dire que c'est un des premiers romantiques et qui a eu une histoire. Après, ça a été plus fort que moi. J'aimais beaucoup Chateaubriand quand j'étais plus jeune, même encore maintenant, et j'ai relu sa vie. Et effectivement, c'est une vie tout à fait passionnante et intéressante d'étudier au niveau psychanalytique. Donc, je vous conseille tous et toutes de lire ce livre qui est vraiment passionnant, qui se lit. J'ai été heureux de connaître la face cachée de Muriel, qui écrit très très bien, dans un style d'un très bon français, avec quelque chose de... Voilà, je l'ai lu très vite, dans un train, dans un avion. C'était tout à fait une lecture aérienne et romantique. C'est à toi, Muriel. Alors, bonsoir à tous. Merci pour cette très belle introduction, Stanislas, et merci à tous qui êtes présents et qui écoutez. Alors, je vais peut-être commencer effectivement par la genèse de ce projet. Donc, en fait, tout a commencé il y a un peu plus d'un an maintenant. D'ailleurs, je crois que la rédaction, c'était il y a un an, pile. Mais ça commence un petit peu avant. J'étais allée rendre visite à une amie qui est en Bretagne, voilà, dans la magnifique ville de Dinard, pour ceux qui connaissent. En tout cas, sinon, je vous invite à aller découvrir cette ville. Et voilà, et puis on est au bord de la mer avec cette amie, en train de boire un thé tranquillement. Et puis passe un ami à elle, hein, qui est éditeur, qui s'appelle Christian Fro. Et puis on commence à voilà, à bavarder tous les trois, sympathiser. Et puis quelques temps plus tard, notre amie commune me rappelle en me demandant si je me souviens de lui et de cette rencontre parce que, il a un projet qu'il porte depuis un certain temps, qui est d'écrire quelque chose autour de Chateaubriand et plus particulièrement, la lecture de ses mémoires, l'a beaucoup interpellé parce qu'il y a un événement particulier qui est, le fait que vers 16-17 ans, alors là, pour le coup, je vais parler en jargon un peu plus psy, mais il fait l'équivalent d'une tentative de suicide. En tout cas, voilà, c'est peut-être comme ça qu'on peut le lire. Il le décrit, hein, il le décrit dans ses mémoires. Et cet épisode-là, donc cette sorte de tentative manquée, à un moment assez charnière de son histoire, hein, et de sa construction, eh bien, c'est quelque chose qui avait toujours beaucoup intrigué Christian. Et ça part de là, en fait. Ça part de qu'est-ce qu'il pouvait bien avoir dans la tête à ce moment-là. Et puis, si la psychanalyse avait existé, alors est-ce que cela l'aurait aidé? Est-ce qu'il aurait eu ce geste-là ou pas? Et donc, au départ, moi, je crois comprendre qu'il veut juste le regard d'un analyste ou d'une analyste sur la situation. Et puis, de fil en aiguille, parlant de mon parcours, il apprend que j'ai un parcours quand même au départ littéraire et artistique. Et de là, l'entretien autour de ce projet se termine par « Et si c'était vous qui l'écriviez ?» Et donc, je vais lui dire pourquoi pas. Moi, j'aime bien les projets, j'aime bien les propositions comme ça, un peu farfelues, les nouvelles aventures. Donc, je lui dis, bah, à condition que vienne l'inspiration, ok, banco, on essaye. Et de là, donc, il fallait déjà se décider sur un cadre, c'est-à-dire comment, étant donné que au niveau historique, évidemment, la psychanalyse n'existait pas, alors comment est-ce que Chateaubriand peut se retrouver sur le divan d'un psychanalyste? Et là, toujours dans cette co-construction, hein, d'échanges un peu impromptus, euh, va émerger l'idée que le procédé narratif le plus simple, ce serait peut-être que ça se passe dans un rêve.
Et là, toujours dans un souci aussi de, ne soyons pas non plus trop, anachroniques ou essayons, voilà, de trouver quelque chose qui soit le plus réaliste possible dans le cadre d'une fiction. Bien on s'est amusé, voilà, à imaginer que, le héros, qui s'appelle donc Joseph, Joseph Rallum, qui est psychanalyste, heu, est quelqu'un qui est féru d'art, de littérature et qui, en fait, a une passion depuis toujours, depuis l'enfance. Il s'évade un peu dans l'imaginaire et puis, quand il visite des lieux chargés de sens et d'histoire artistique, eh bien, il aime justement s'imaginer, alors excusez-moi juste un instant. Voilà, excusez-moi mon chat. Il aime donc s'imaginer, qu'il a comme ça des entretiens avec des artistes qu'il aime et à qui justement il peut poser des questions parce que, un détail, dans leur univers ou dans leur biographie l'interpelle et voilà, il peut imaginer, ce qui se passerait et donc, dans ce même ordre d'idées, dans, la continuité de ce procédé que nous avons choisi, est venu le nom du héros. Alors, je ne sais pas si parmi les gens qui nous écoutent, que ce soit maintenant ou peut-être ultérieurement, s'il y a des personnes qui connaissent un petit peu des langues anciennes et là plus spécifiquement l'hébreu. Mais en fait, Halom signifie le rêve. Et je trouvais très amusant puisque là encore, si vous connaissez un peu les récits bibliques, Joseph, c'est le premier interprète de rêve. Et donc, je trouvais voilà, assez amusant d'avoir un psychanalyste qui travaille donc avec les rêves ou qui vit, en tout cas dans ses rêves, des aventures particulières et qui s'appellerait Monsieur Rêve, finalement. Donc voilà pour ce qui est de la genèse de ce projet et de comment s'est fait ce choix de Chateaubriand. Et de là, après, je ne sais pas si vous avez des questions ou si vous me laissez, pour le coup. Non, mais Ça. vas-y, et puis parle un peu. Ben, justement, ce qui est intéressant, c'est papa-maman. Ce qui était Ah, papa, intéressant dans maman. l'histoire de Chateaubriand, là, voilà. Oui, alors en même temps, ce qui est un peu délicat, c'est comment en parler sans divulguer des choses. Ben oui, faut que nos auditeurs de ce soir aient envie de lire ton livre, il ne faut pas tout Oui, mais en raconter. même temps, il ne faut pas que j'en dise trop, c'est ça que je voulais dire. Exactement. Non, mais de son parcours aussi, Ouais. tu peux survoler, faire un petit résumé, dire que c'était le dernier de la fratrie aussi. C'est pas inintéressant que ce soit le petit dernier. Mm. Tout à fait. Alors, pour le coup, je vais partir aussi, voilà, de questions qui m'ont été posées déjà jusqu'à présent. Heu, Par exemple, et ça va me permettre de répondre à cette question-là. Par exemple, une question qui m'avait été posée, c'était enfin quelqu'un qui était assez étonné, en me disant: «Mais la psychanalyse, normalement, c'est très long et puis là, votre ouvrage, finalement, il est assez court, c'est 4-5 séances». Et justement, ce qui était intéressant, c'était d'essayer de montrer enfin, si j'avais voulu être dans le réalisme d'une vraie cure analytique, on est d'accord que j'aurais écrit un pavé, assez soporifique, pour le lecteur, tout simplement parce qu'en séance, eh bien, on sait très bien que toutes les séances ne sont pas les mêmes. Il ne se passe pas toujours quelque chose, en tout cas de manière tangible. Il se passe toujours quelque chose dans l'invisible, évidemment, mais voilà, il ne se passe pas toujours quelque chose. C'est pas forcément trépidant. Et donc pour une œuvre, une œuvre qu'elle soit littéraire ou si on avait fait le choix d'un format, je ne sais pas moi, cinématographique ou télévisuel, bon, ça aurait été très, très contemplatif. Je suis pas sûre qu'il y avait un grand intérêt. Donc l'idée, c'était comment on va sur quelque chose qui ne soit pas trop long, à la fois pouvoir rentrer et un peu faire découvrir ce que c'est que la psychanalyse de l'intérieur et pour le coup des 2 côtés du divan, c'est-à-dire celui qui est, voilà, couché dessus, mais aussi celui qui est à côté et qui écoute et un peu, finalement, toucher du doigt ce qui se passe à l'intérieur de chacun et bien comment cette chose-là, elle peut être partagée, d'une manière la plus réaliste possible, mais encore une fois, de manière qui soit aussi divertissante. Et donc pour ça, il a fallu aussi faire des choix par rapport aux événements biographiques, de Chateaubriand. Les Mémoires d'outre-tombe, qui est quand même le document sur lequel on s'est principalement appuyé pour ce premier titre, bah déjà, il est très très long, c'est plusieurs livres, donc on ne pouvait pas là encore s'appuyer sur tout. Donc le point de départ est vraiment
le fait que c'est le jeune Chateaubriand de 16-17 ans. Il est sur le point de partir. Il va quitter la maison familiale. Il ne sait pas encore complètement ce que va être sa vie. Il a des rêves, il a des envies, il a aussi beaucoup de doutes et de questionnements. Et c'est ce Chateaubriand-là qu'on va découvrir, qu'on va rencontrer, et qui vient voir ce psychanalyste qui s'appelle Joseph. Et à travers ces 5 séances, eh bien évidemment, on va, point de départ, c'est ce passage à l'acte, parce que dans la réalité clinique, quand quelqu'un commence une analyse, généralement, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose. Donc, sauf s'il revient ou s'il a déjà eu des tranches avec d'autres personnes, mais il y a quand même très souvent, quelle que soit, je crois, l'orientation thérapeutique, quand quelqu'un vient, donc soit en analyse, soit en psychothérapie, dans une autre orientation, un événement déclencheur. Donc là, on part de cette tentative et elle va nous permettre effectivement de découvrir la famille de Chateaubriand, ses ancêtres, le contexte dans lequel il grandit. Et aussi, ce qui était très, très intéressant, c'était finalement la découverte assez vite qu'il y a aussi un autre personnage absolument passionnant dans son histoire, c'est le château de Combourg. C'est-à-dire qu'il y a comme une sorte d'entité. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai essayé aussi de faire partager au lecteur. C'est l'influence de ce lieu, comme si c'était une personne sur son imaginaire. Et puis, on avait aussi envie de mettre, comment dire, de mettre en lumière aussi quelque chose de l'ordre de, alors encore une fois, de l'homme et de ce que va être aussi ce futur écrivain, ce futur homme politique. Alors évidemment, à 16-17 ans, il n'y a pas encore certainement toutes les idées qu'il a pu développer par la suite, mais déjà montrer quelque chose d'un élan, en tout cas d'un élan. Et puis avec un autre grand thème, évidemment, qui est celui des femmes. Voilà, parce que les femmes sont aussi importantes dans son histoire, à commencer par sa mère, sa sœur. Donc ce sont ces personnages-là, le père, la mère, la sœur, et puis ce lieu de Combourg qu'on va retrouver à travers le cheminement, le temps de ces 5 séances. Ce que tu peux peut-être faire aussi, pour ne pas dévoiler toute l'histoire, parler aussi des projets avec les futurs écrivains. J'ai cru comprendre qu'il y aurait, je pense, George Sand aussi dans la suite. Non, c'est pas George Sand pour le coup. Ah oui, je ne sais pas pourquoi, alors j'ai rêvé. Peut-être Ou c'est que envie. j'avais peut-être envie que tu fasses George Sand, voilà. C'est l'inconscient, là. Une envie que ce soit George Sand. Alors très vite, alors moi j'ai pris beaucoup de plaisir voilà, à créer ce personnage. Je me suis très vite attachée à lui. Ah oui, peut-être avant de répondre, je pourrais aussi parler de la jeunesse du personnage, parce que c'est aussi une question qu'on m'a posée. Quelqu'un m'a dit avec beaucoup d'étonnement, vous êtes une femme et vous avez choisi un homme. Et pour le coup, ma réponse était de dire que je voulais que ce soit quelqu'un qui soit à la fois très proche de moi et en même temps qu'il y ait quand même un décalage. Je n'avais pas envie voilà, que ce soit moi. Voilà, il fallait qu'il y ait une respiration. C'est un peu comme chez les Lacaniens, il faut une respiration entre les deux. Un petit sas, un petit trou, un petit sas. Et pour le coup, c'est à la fois un alter ego et en même temps, il a quand même suffisamment de différences pour que ce soit intéressant et à écrire et à partager. Et donc, voilà, m'étant prise assez vite au jeu, eh bien, s'est posé la question d'une continuation finalement. Voilà, aussi bien du côté de l'éditeur que de mon côté. Et là, s'est posé à nouveau la question d'un choix et d'un choix de critères. Il y a des choses certainement qui pourront évoluer parce qu'on a vraiment dans l'idée alors d'avoir plusieurs titres autour de Joseph, certes, mais certainement aussi de faire une collection. Et si c'est une collection, alors il devrait y avoir ouverture vers d'autres auteurs et donc peut-être d'autres héros. En tout cas, moi, ce qui m'intéressait, c'était à chaque fois d'avoir des personnalités qui aient vécu au moins un événement biographique suffisamment fort pour qu'il justifie une entrée en cure. Voilà, il faut que quelque chose puisse avoir donné envie à cet artiste de venir et ou qu'on l'envoie, l'un ou l'autre. Et puis après, c'était au niveau des univers. Moi, ça m'intéressait de ne pas écrire à chaque fois le même livre.
Donc, changer aussi peut-être les disciplines artistiques et se confronter à d'autres sujets et d'autres sensibilités. Et sur cette base-là, on s'est dit, bon voilà, le premier est un homme, cherchons une femme pour le deuxième titre, et le prochain titre à paraître, ce sera Camille Claudel. Donc, qui est en cours de relecture et qui, pour le coup, en tout cas, nous a valu aussi des échanges assez amusants parce que les échanges ont été très, très passionnés quand on a commencé à regarder le texte ensemble, donc toujours avec Christian Fro, l'éditeur, puisque bon, voilà, comme vous devez en tout cas l'imaginer à m'écouter, l'écriture, c'est quand même aussi très, très lié. Quand on écrit, on est seul, mais après, pour qu'un livre vienne au monde, il y a une collaboration quand même assez marquée avec d'autres acteurs, et en l'occurrence, souvent, c'est l'éditeur en premier lieu, ou directeur de collection quand il y a des directeurs de collection. Et voilà, et on discute évidemment autour de certaines choses. Et moi, j'ai défendu avec beaucoup, beaucoup de passion Camille Claudel, au point de paraphraser ce cher Flaubert et de dire Camille Claudel, c'est moi. En tout cas, ma Camille Claudel, telle que dans quelques mois, normalement, elle pourra être lisible. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir et ça a été très, très fort aussi d'écrire sur elle parce que alors là aussi, vous voyez, je disais tout à l'heure, je parlais du style, il y a le style du psychanalyste, il y a aussi le style de l'auteur. Et en tout cas, moi, j'aime vraiment incarner les personnages, m'imaginer si j'étais ce personnage, alors me projeter à l'intérieur. Et donc, ça a été particulièrement fort pour Camille Claudel, hein, voilà. Et puis, on vient juste de s'accorder sur un troisième qui, pour le coup, n'est pas encore écrit. J'espère pouvoir m'y atteler cet été, qui sera Alfred Hitchcock. Je crois que j'ai beaucoup, beaucoup argumenté parce que ça semblait pas évident de dire bon Hitchcock. Alors pour le coup, je me suis pas encore plongée dans sa biographie. Donc là où Claudel, on pouvait se dire voilà, ce qui est intéressant, c'est Claudel au moment où la reconnaissance commence à venir, mais c'est aussi le moment où la rivalité avec l'amour de sa vie, Rodin, n'est plus possible. Il a fait sombrer dans la folie. C'était un moment charnière très intéressant pour écrire et justement imaginer qu'elle se retrouve en cure. Pour Hitchcock, je n'ai pas encore ces détails-là, mais son cinéma, il est passionnant pour le psychanalyste. Oui, et puis son choix d'actrice, je ne sais pas si tu as déjà lu, qu'il ne prenait que des actrices blondes parce qu'il disait que les brunes sentaient le sexe. Absolument, il y a ça tout à fait. Et puis quand on a, alors pour le coup, quand on a vu beaucoup de Hitchcock, aussi ce choix-là, en tout cas c'est l'un de mes arguments sur lequel on s'est assez vite accordé. Aujourd'hui, on parle beaucoup de tout ce qui est autour de MeToo, des histoires de consentement, des relations, en tout cas intergenrées dans le contexte. Là, pour le coup, je vais parler vraiment du cadre hétérosexuel, un homme, une femme, et toutes les questions qu'il peut y avoir autour. Et ça, c'est très, très intéressant dans les films d'Hitchcock. Surtout, moi, j'avais fait une découverte il y a quelques années. J'avais pris l'habitude, quand j'étais petite, tout simplement, de les voir en français. Et en fait, quand on les voit en VO, le contenu est souvent beaucoup plus ambigu, beaucoup plus agressif et beaucoup plus sexué, finalement. Une Oui, puis tension. il a quand même un film qui s'appelle Psychose, quand même. Et il a évidemment un film qui s'appelle Psychose. Et tu relèveras aussi qu'il aimait beaucoup les gauchers et que, là, je parle de mon histoire. Quand j'ai vu le film, j'étais dans un cinéma et je me suis mis à crier, c'est lui le meurtrier. Parce qu'on voit la main derrière la douche et c'est une main de gaucher. Et comme je suis gaucher, j'ai tout de suite Ah bah remarqué évidemment. qui. Et donc, j'ai un peu raté le film parce que c'est au début du film. Alors. Et en plus, ça a un Donc, petit peu grillé le suspense pour les spectateurs. Exactement. Non, mais c'est une très bonne idée, Hitchcock. C'est vraiment. Il y a Une très, Marnie très bonne. aussi, hein, si on va sur ce terrain-là. Il y a évidemment aussi Pas de Oui, puis printemps pour les Marnie. oiseaux, la terreur des oiseaux, ce Alors, des film est oiseaux, oui, terrible, hein, voilà, les c'est très oiseaux. très Hein. riche. Mm. Enfin voilà, mais celui-ci, pour l'instant, il est vraiment en germe dans l'imaginaire, mais il n'est pas encore. Et il y en a combien de prévus? Elle arrive à faire une collection de. Tu ne sais pas. Bon, alors là, ce que je vais dire n'engage que moi.
Alors, je vais quand même, oui, partager quelque chose par rapport à ça. Alors, moi, j'aimerais bien, je ne sais pas si on pourra le faire. En fait, avant Hitchcock, j'avais un autre choix qui était Agatha Christie. Et en Mhm. fait, ce choix venait alors bon, de certains épisodes de son existence, mais aussi pour une raison très simple, c'est que comme beaucoup de gens, moi j'ai lu évidemment beaucoup d'Agatha Christie depuis, voilà, là aussi depuis mon adolescence. Et il y a un personnage que j'aime énormément, qui est Ariane Oliver. Alors je ne sais pas si Mhm. Ah ouais. parmi vous, voilà, tout Avec le monde ses sait qui chignons elle est. qui ne tiennent jamais, et sa coiffure qui ne tient jamais. Et puis double d'Agatha Christie, double avec beaucoup d'autodérision. Elle mange tout le temps des pommes. Elle a cette espèce de détective improbable finlandais avec un nom imprononçable, etc., etc. Et puis elle peut avoir un côté un peu, oui, elle est assez excentrique. Enfin, il y a quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et en fait, je crois que quand j'ai découvert Agatha Christie et plus spécifiquement ce personnage, quand j'étais enfant, enfant et préado, euh, j'avais envie, moi, de devenir Ariane Oliver. Je me disais, bah, j'adorerais être ça, en fait, quand je serais grande. Et là, quelque part, je me suis dit, bon, si je fais pas Agatha, au moins, en créant Joseph et en écrivant quelques-uns, moi aussi, j'aurai mon détective. Et je peux jouer à Ariane Oliver. Alors, j'espère pouvoir jouer encore un peu. Ben, on est souvent un peu détective en étant psychanalyste dans le cabinet. Absolument. Mhm. Absolument. Et c'est vrai que ça fait partie des choses. Voilà, c'est une remarque intéressante pour pouvoir aussi basculer maintenant sur, dans ce que je peux vous dire ce soir, sur aussi qu'est-ce que j'ai envie aussi que ces petites fictions, elles apportent par rapport à la psychanalyse. Effectivement, il y a de ça. Euh, quand j'ai l'occasion de transmettre des choses à des futurs analystes ou futurs thérapeutes autour du travail avec les rêves, par exemple, c'est une des premières choses que je leur dis. Vous êtes, en fait, quand vous allez travailler avec un rêve, surtout quand on est dans des techniques, alors moi je parle de décodage, mais dans des choses qui sont très proches des approches freudiennes, jungiennes, etc. Je dis tout le temps, n'oubliez jamais que vous ne savez pas, vous êtes co-investigateur avec le rêveur. Et donc, vous récoltez, vous cherchez les indices. Et à partir des indices, eh bien, il y a des hypothèses, il va y avoir des faisceaux, il y a des choses qui seront des fausses pistes et d'autres pas. Et c'est vraiment complètement ce que tu disais, Stanislas, on est vraiment dans une enquête. Et j'avais envie, alors, de le faire. Alors, d'ailleurs, peut-être qu'avec Hitchcock, naturellement, j'irai sur ce terrain-là, je verrai, mais justement de jouer sur cet aspect-là. Mais en tout cas, dans les deux premières aventures déjà de Joseph, ce qui m'intéressait, c'était de montrer comment c'est un cheminement, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas d'écouter de l'extérieur quelqu'un qui vient travailler avec un analyste ou une analyste, voilà, a peut-être l'impression, la caricature, c'est bon, je suis sur le divan ou pas d'ailleurs, mais je suis là à parler, et puis l'autre s'en fiche complètement, il me regarde pas, il est là, il se passe rien, bon. Euh, D'abord, tous les analystes ne font pas ça. Moi, le mien, quand même, est en interaction, évidemment, sinon on n'aurait pas pu en faire des livres. Mais il est en interaction et ce qu'il m'intéressait de faire sentir, c'est ce qui sous-tend ces interactions. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il se pose des questions, il y a des moments où il attrape quelque chose au vol, il se dit, ah, tiens, là, il y a un truc. Et puis, il y a des moments où il se dit, ah, je lui dirais bien ça, mais est-ce que c'est le bon moment? Ou est-ce que je m'autorise? Est-ce que ce serait trop frontal? Pas assez. Il y a aussi le langage corporel. On ne pense pas toujours à l'évoquer, mais il y a ça aussi en analyse. Écouter la respiration de la personne qu'on accompagne. C'est un indicateur formidable, hein, sa respiration, pour savoir ce qui se passe. Enfin, en tout cas, imaginer ce qui se passe. Euh, voilà, les regards hein, sur nous, ailleurs, sur certains objets de l'espace, etc., etc. Donc, il y a vraiment effectivement ce côté enquête. Et, et donc, ce qui m'intéressait, c'était de casser les clichés qu'il y a sur la psychanalyse. Voilà, c'est ennuyeux, c'est long, il se passe rien, l'autre s'en fout. Bah non, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est une rencontre. C'est une rencontre et dans toute rencontre, on va peut-être pas se sauter dessus au bout de 2 minutes pour se faire la bise ou je sais pas quoi. Ben non, on se regarde un peu, on se jauge, et puis voilà, et puis on a envie de se plaire aussi, on a envie d'être sympathique pour l'autre. Et puis quand on est du côté de l'analysant, et ben en général, qu'est-ce qu'on fait? Ben on ment au début.
on vit en analyse, mais c'est pour surtout pas dire les choses, ou alors pour un petit peu les enjoliver, ou voilà. Et c'est toute cette chose-là, en fait, tout ce travail d'apprivoisement mutuel qui m'intéressait aussi de montrer un peu. Non, et ce que je trouvais aussi très intéressant, et ce que tu vas faire dans la suite, et ce qu'on a en cabinet aussi, c'est l'histoire dans l'histoire. Par exemple, Chateaubriand est passé par des rois, des empereurs, enfin, il y a eu une part historique. Donc, c'est vrai que même nos patients en cabinet, selon leur culture, leur religion et l'histoire de ce qui se passe, dans 20 ans, les petits qui avaient 20 ans pendant le Covid nous raconteront sûrement les 2 années d'enfermement. Donc il y a quelque chose d'historique et du moment passé. Et pour Chateaubriand, il a traversé une époque historique où il est passé de royaliste à ambassadeur. Enfin, il a une vie assez trépidante et il faut en tenir compte aussi bien dans les histoires que, qu'en cabinet. Donc c'est ça aussi ce qui est intéressant. Et le côté psychogénéalogie, tu sais que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Effectivement, le château de Combourg, j'y avais été. Moi, adolescent aimant Chateaubriand, j'ai voulu aller à Saint-Malo et je suis allé sur le Rocher et j'avais les cheveux longs à l'époque et je me suis dit, je vais être comme Chateaubriand qui a écrit sur son tombeau, je vais être enterré face à la mer, les cheveux au vent. Donc il y a quelque chose d'assez. Et puis ce 19e siècle, comment il était habillé, c'est-à-dire que les hommes avaient quelque chose d'assez étriqué, ils avaient une chemise remontée jusqu'en haut, attachée à un nœud, des vêtements assez. Donc c'est intéressant aussi, comme tu disais, la respiration et comment on s'habille. Et je Tout à fait. présume que devant Joseph, là, il avait 17 ans, il était un peu, même tu le dis, un peu dépenaillé, enfin, et puis Mmh, son père avait pas trop d'argent, donc je mmh. pense il était habillé à la limite du conventionnel. Bah oui, puis là, c'est pareil, ce qui était intéressant, il fallait toujours garder à l'esprit, là, pour le coup, c'est la particularité de l'exercice littéraire qui ne serait pas en cabinet si vraiment, voilà, il venait. C'est qu'il fallait quand même si on était dans l'univers du rêve, heu, c'est Chateaubriand à 16-17 ans qui est là. C'est pas l'homme qui sera, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que les séances auraient été très, très différentes, quand voilà, s'il était venu, j'en sais rien moi, à 40 ans, je sais pas quoi, enfin, Mhm. voilà. Là, il vient, justement, il n'est pas encore celui qui va être, et c'est ça qui était intéressant aussi, c'était d'essayer de voir, heu, est-ce que le travail d'analyse pourrait, voilà, s'il était allé en analyse, alors est-ce que ce travail aurait pu l'amener justement à devenir qui il est? Oui, c'est passionnant ce que tu dis, parce que c'est souvent des parents, de plus en plus, heureusement, envoient leurs petits voir des pédopsychiatres ou en analyse adolescent, et souvent les parents disent, je vous l'envoie maintenant pour quand il sera grand, ça se passe bien. Il y a souvent cette réflexion, on envoie les petits, on envoie les ados, parce que après, ça sera bien. Mais c'est quoi le après? Nous, on ne le sait pas quand on les voit. Donc, c'est intéressant d'imaginer, effectivement. Moi j'ai une petite de 11 ans, je sens ce qu'elle va être. On sent la littérature, les maths, les arts, enfin, on sent beaucoup de choses. Mais est-ce que c'est la vérité? C'est ça qui est intéressant aussi avec notre métier. On manie quelque chose du rêve, justement, et les rêves peuvent s'écrouler. Absolument. Et là, encore une fois, c'était vraiment en plus à rebours. C'est-à-dire que, voilà, c'est d'imaginer, voilà. Quels sont les éléments qui vont finalement expliquer ce qui s'est passé après? Alors c'est intéressant, comme tu parlais des parents, effectivement, alors j'ai essayé aussi, alors voilà, ce qui m'intéressait aussi, c'était d'arriver à montrer, j'allais dire certains grands classiques, si je peux dire, de la psychanalyse. Alors évidemment, comment parler de psychanalyse sans parler de papa-maman, par exemple, évidemment, Mhm. ou de la fratrie. Là, en l'occurrence, il y avait les 3 en plus, les 2 pardon, puisque, il y a les parents et puis il y a sa sœur, parce qu'ils sont en plus, toute son enfance, ils sont vraiment en vase clos. Parce que voilà, parce qu'à l'époque c'est comme ça, parce qu'ils sont en plus au fin fond de la Bretagne. Enfin bon, il y a plein de choses qui font que les premiers objets, c'était intéressant aussi d'aller voir ce truc-là, les premiers objets d'attachement. Forcément, c'est la mère et la sœur, enfin, surtout la sœur d'ailleurs, parce que la maman, voilà, il y a de la distance. Euh, donc, comment finalement, il y a des choses dans la relation avec sa sœur ou qui peuvent, en tout cas, venir à un moment donné
ou le questionner ou l'intriguer par rapport à ce qui sera sa future vie d'homme, mais aussi par rapport à sa vocation d'écriture. Il y a des choses aussi Mhm. qui sont très, très liées à la complicité avec sa sœur. Mais moi j'ai eu quelque chose de très frustrant parce que justement c'est trop court, on a envie de savoir la suite et des éléments de sa vie qui m'ont intrigué en relisant à côté plein d'autres choses parce Mmh. que tu m'as donné l'envie de relire et plein de choses et que pour l'époque et le 19e siècle, on ne sait pas pourquoi il n'a pas eu d'enfant. C'est rare pour Mmh. l'époque. Et Ah, c'est quelque ouais. chose, je me suis dit, ah, mais Muriel, donne-moi la clé, pourquoi il n'a pas eu d'enfant? Alors je ne sais pas si j'ai la clé, en tout cas avec ce qu'on peut imaginer. Là, pour le coup, je peux extrapoler là comme ça avec vous parce que le livre ne va pas à cette période-là, donc on ne sait pas encore qu'il n'aura pas d'enfant au moment où se passe sa cure fictive. Mais évidemment, la première question qu'on va se poser, c'est de se dire qu'est-ce qui fait, pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'enfant? Ça nous renvoie peut-être aussi, alors je ne parle pas d'impossibilité, j'en sais rien, moi, de stérilité ou de truc, bon. Mais si moi, mon enfance, si je pense que l'enfance n'est pas la période la plus merveilleuse du monde, est-ce que j'ai envie de l'infliger à quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Mhm. J'ai pensé la même chose, tout à fait d'accord. C'est-à-dire que voilà, il a une enfance, on ne peut pas dire qu'il ait eu une enfance malheureuse, pour autant a-t-elle été heureuse? Non. Et puis après, on peut le voir aussi sous un autre angle. C'est un homme qui finalement il va voyager, il va vivre, il va se réaliser dans autre chose. Même si à son époque, on n'attend pas, je veux dire, on n'est pas à l'époque d'aujourd'hui où on peut attendre d'un père qu'il soit présent et qu'il coéduque avec la maman de manière assez active, voilà, ou de femmes ou deux hommes. Enfin bon, voilà, tout ça, ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, on peut attendre de tout parent, voilà, de tout parent, quel que soit son sexe, son genre, qui s'investissent à ce moment-là, ou en tout cas pas forcément de la façon dont on l'entend aujourd'hui. Cette responsabilité-là, il en veut peut-être pas. Il est quand même dans un monde qui change, même si c'est pas ce qu'on explore le plus pour le coup. C'est pas le choix en tout cas que j'ai fait d'explorer le plus. Mais il y a ça en filigrane. Tu parlais de l'histoire tout à l'heure. Il est dans un monde qui est en train de bouger beaucoup quand même. Oui, et puis il est mort quelques jours avant la Révolution de juillet, c'est ça qui est intéressant. Voilà. Parce que les Trois Glorieuses de juillet, il est mort début juillet, juste avant, juste avant. Et ce qui est intéressant, son rapport aux femmes, qu'à 56 ans, il a une maîtresse qu'on avait 24. Mm, 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 mm. Et donc, il y avait quelque chose d'intéressant par rapport à la jeunesse, par rapport aux femmes, par rapport à sa sœur. Voilà. Mhm. Puis il y a sa découverte où là, voilà, là pour le coup, je peux pas en dire plus parce que je l'aborde un peu Oui, dans non, mais des t'en parles pas séances. trop, mais comme j'ai lu tout, je me Non, non, suis non, mis à non, non, relire non, mais toute je la parle moi lutte dans ma chartérienne. réponse, dans le Ouais, rebond, tu vois, puisque tu parles voilà. des femmes, où effectivement, ce qui Ouais. est intéressant, voilà, c'est comment les premières rencontres avec les femmes euh, et la vie amoureuse qu'il va avoir après. Mhm. C'est rigolo de voir aussi, voilà, l'évolution. Il a pris de l'assurance, visiblement. Exactement. Mais c'est grâce au psy. Voilà, en fait, c'est ça. Peut-être qu'un jour, on va s'apercevoir qu'il avait vraiment fait un voyage spatio-temporel en rêve. Il a vraiment fait une analyse express. Peut-être qu'il y a des questions, ou je ne sais pas, qu'est-ce que dans nos membres de ce soir, quelqu'un se sent romantique ou châteaubriantesque? Si vous avez des réflexions, ou Ouais, comment écrire. Muriel, moi j'avais une question parce que tu parles beaucoup enfin, tu as épuisé dans une sorte d'inspiration qui vient de sa biographie, essentiellement, euh, pour imaginer cette cure. Est-ce que tu es aussi allé chercher du côté du style littéraire? Euh, Parce que bon, il a quand même une écriture ultra moderne pour l'époque et euh, essentiellement subjective. Donc j'imagine qu'il y a beaucoup, beaucoup à prendre là-dedans aussi. Est-ce que ça t'a servi? Alors, c'est une très, très bonne question. Parce qu'effectivement, ça s'est posé ça. C'est-à-dire que, alors, il y avait deux choses qui étaient un peu délicates. La première, c'était de se dire, bon, rappelons-nous, restons conscients que c'est une fiction.
ça veut dire que je ne suis pas en train de faire un travail d'historienne. Je vais essayer de faire un truc qui soit, voilà, qui soit pas trop anachronique, etc. Mais en même temps, c'est pas un travail d'historienne. Donc il y avait ça, et avec donc notamment il faut se souvenir que à l'époque de l'intrigue, il a 16-17 ans, on ne sait pas ce qui se passe après, voilà. Et effectivement, il y avait l'histoire du style et comment dans l'écriture, dans la forme, on allait faire quelque chose qui soit comment dire, qui soit là aussi, qui soit pas trop décalé, je pourrais le dire comme ça. Et j'y pense parce que oui, après je vois aussi, enfin j'ai en tête comment j'ai écrit Claudel derrière, et finalement je me suis dit, je vais pas essayer d'écrire comme lui. En même temps, c'est pas lui le narrateur, mais je vais essayer d'avoir des marqueurs qui pourraient nous embarquer un peu dans cette époque ou nous faire imaginer sa sensibilité. C'est-à-dire qu'il faut que sa façon d'être, elle nous semble correspondre. Voilà. En l'occurrence, un jeune homme plutôt. Alors en plus, là, encore une fois, il est jeune, donc il est très exalté. C'est un romantique. Mais tu as écrit d'une manière romantique et j'ai Oui. vraiment aimé ta manière d'écriture et je me suis dit, mais est-ce que ça va être tout le temps comme ça pour les suivants? Est-ce que c'est le style de Muriel ou, voilà, j'ai trouvé ça vraiment. Ben, en tout cas, l'idée, c'est d'être dans un... Parce que, comme je le disais tout à l'heure, j'essaie de rentrer dans la peau du personnage. Alors, effectivement, oui, tout le monde, évidemment, ne me connaît pas forcément bien et ne connaît pas mon parcours, mais enfin, vous me connaissez, pour la plupart d'entre vous, comme, voilà, comme étant psychanalyste à l'APE. Mais au départ, moi, mes premiers amours, je viens du théâtre. C'est-à-dire que moi, j'ai failli être alors comédienne assez vite, ça m'a un peu enquiquinée. Je trouvais que c'était pas assez directif. Moi, j'aurais préféré être metteur en scène parce qu'on peut être un démiurge beaucoup plus, mais ou écrire. Et mon écriture, de toute façon, quel que soit ce que j'écris, alors j'essaye de me contenir quand j'écris des choses plus de format universitaire, enfin voilà, des choses. Mais quand je suis dans la fiction, moi, je vois des scènes, je suis comme un metteur en scène, je fais de la direction d'acteur avec mes personnages, enfin, je suis vraiment dans ce truc-là. Et c'est ça que j'ai essayé, en tout cas mon écriture, je pense qu'elle se caractérise par ça. Donc là, j'ai un petit jeune premier, tourmenté. Je lui dis, vas-y mon garçon, mais va à fond, vas-y, pousse l'émotion. C'est un peu ça. Et après, avec Claudel, évidemment, il y a aussi de ça. Il y aura de ça parce qu'elle-même, elle a aussi ce côté. Et pour Claudel, il y aura aussi, me semble-t-il, ce qui va être un peu différent. Vous voyez, la nuance entre les deux, par exemple, c'est que Claudel, c'est un sculpteur. C'est une femme de la sensation. Donc là, je cherchais quelque chose qui vraiment nous fasse sentir. Il y a quelque chose de l'ordre de la matière, même quand elle parle. Hein, j'avais envie d'aller un peu là-dessus. Voilà. Et quand je vais écrire Hitchcock, j'espère que j'arriverai à capter quelque chose de son humour très british. Je vois que Loïc a levé la main. Loïc? Oui, alors justement, moi, tu parlais d'écriture, Muriel, et moi j'avais une question par rapport au procédé d'écriture. Parce Ouais. que, sans que tu nous dévoiles, le fond de l'histoire du livre, je m'interrogeais aussi sur comment tu avais traité de cette problématique. C'est qu'une cure est faite de renversements, aussi bien pour l'analyste que pour l'analysant, c'est-à-dire de moments où un certain nombre d'éléments dévoilés, qui ne font pas, sens à un instant T, finissent par en faire un autre moment, mais qui peuvent parfois nous amener à des renversements ou des faux renversements. Donc comment tu as traité ce suspense-là du renversement, de l'analyste qui ne sait pas, qui ne comprend pas et du moment où ça fait sens? Là aussi, très bonne question. Et je dirais que déjà, un élément important de réponse, finalement, tu le donnes toi-même, c'est l'histoire du suspense. C'est-à-dire que là aussi, quand on disait tout à l'heure, un analyste, c'est comme un enquêteur. Bon, là, on est encore une fois, on n'est pas, je veux dire, c'est pas une espèce de masterclass ou de groupe clinique. Ça s'adresse, c'est une fiction, elle s'adresse au grand public. Donc, comment on va encore une fois leur faire partager quelque chose de l'ordre de ce qui est partageable, de ce qui se passe en cure, et en même temps, il faut que ça reste divertissant, comme je disais tout à l'heure. Et c'est là que le suspense intervient. En fait, ça donne l'impression, en tout cas je crois, que ça donne l'impression de séances très condensées. Encore une fois, je disais tout à l'heure, finalement, une analyse, ça peut être très long, et quand c'est très long, ben, c'est pas,
il peut y avoir du tâtonnement sur plusieurs séances avant qu'effectivement il y ait ces fameux renversements. Là, bon, à chaque fois, il va y avoir j'ai envie de dire un coup de théâtre à chaque fois, à chaque séance. Il y a l'idée de prendre un fil. J'avais envie de partir aussi de marqueurs qui sont peut-être un peu plus familiers ou qui restent familiers pour le grand public, les histoires un peu d'association. Voilà, de détails comme ça. Il associe, il va progressivement associer pas mal ce petit François-René. Il va voir, je sais pas, il va voir un élément dans le bureau qui lui fait penser à quelque chose. Voilà. Ou alors quand il raconte quelque chose, c'est Joseph, l'analyste, qui va lui dire: ah, c'est marrant. Alors il y a aussi des petits clins d'œil pour ceux qui sont analystes ou futurs analystes. Vous pouvez aussi vous amuser à essayer de reconnaître, tiens, quelle est la référence cachée quand il fait du dévoilement, quand il commence à dire: ah, c'est marrant, quand vous voyez, moi j'associerais de cette façon-là quand je vous entends. Voilà, il y a des petits clins d'œil. Quelquefois, il y a des gens que je nomme. Je peux dire: tiens, à ce moment-là, parce que donc c'est Joseph, hein, le narrateur, donc il peut dire: et là, à ce moment-là, je pense à ce truc de Freud, ou je pense à cette citation de Jung ou de Lacan, tiens, je me rappelle de tel truc. Donc, il va y avoir des choses comme ça. Et donc, dans le procédé, l'idée, c'est ça. C'est à la fois, en fait, on entend la personne, on entend l'artiste, et on est dans la tête de l'analyste. On suit ses pensées. Et c'est ces deux rencontres, ces deux discours qui se rencontrent. Là encore, je vais prendre la métaphore du théâtre. On est un lecteur omniscient. C'est-à-dire qu'au théâtre, on aurait des apartés, des choses comme ça. Ben là, en fait, on est dans la tête de l'analyste. On a accès à des choses auxquelles l'analysant n'a pas accès. Et en même temps, il va y avoir comme ça des moments. J'essayais de jouer aussi sur les tâtonnements. Je n'avais pas envie qu'il ait tout de suite le sens. Voilà, il est très très fort. Il comprend tout de suite, très vite. Il n'est jamais à côté de la plaque. J'avais envie aussi de jouer un petit peu avec ça. Je ne sais pas si ça répond. J'ai l'impression d'être allée un peu dans tous les sens, non? Non, mais je pense que oui. Tristan, Tristan, c'est à toi. Oui, merci. Merci Muriel et Stanislas pour tous ces éléments. Vous avez abordé à un moment donné quelques éléments en termes de psychanalyse sur la relation que pouvait avoir donc Chateaubriand, notamment avec sa mère. Et bien qu'on se situe quelques années quand même avant Freud, en termes de psychanalyse, je m'interrogeais sur justement un petit peu, et au regard de peut-être d'autres approches, comment on peut peut-être, alors je ne veux pas trop rentrer dans les détails du livre que je n'ai pas lu hein, d'ailleurs, comment on pourrait éventuellement percevoir, comme dit Reich, une irruption de la morale sexuelle un petit peu dans l'époque qu'il vivait, et comment éventuellement ça aurait pu se ressentir au travers de ses rapports avec sa mère et de l'évolution, entre guillemets, de sa libido après, quoi, en fait. Voilà, c'est des questions qui me sont passées voilà, au fur et à mesure des débats, des échanges. Voilà, et je me disais effectivement, peut-être qu'à cette époque, il y avait des contraintes particulières hein, ou des choses assez serrées sur le mariage, d'autant que lui, il est d'un milieu relativement aisé. Voilà, est-ce que tout ça, ça a pu se sentir ou est-ce que vraiment c'est hors de propos ou ça n'a rien à voir dans son évolution personnelle? Voilà. Alors ben là aussi, c'est intéressant. Et pour le coup, ça fait écho à quelque chose que disait tout à l'heure Stanislas quand il parlait voilà, du contexte. En tout cas, moi, la façon dont je m'en saisis dans ce petit livre qui, encore une fois, est un format court, c'est un choix, et qui est donc une fiction, en tout cas une extrapolation, on pourrait dire, de la réalité. Voilà. Là, pour le coup, moi, je l'attaque beaucoup à travers le prisme de la religion, pour le coup, dans son cas. C'est-à-dire qu'il grandit, la maman est très pieuse.
Donc, il y a vraiment aussi cet univers-là, c'est-à-dire qu'on n'est pas chez des libres penseurs, on n'est pas chez des gens, voilà, on est dans de la petite noblesse qui a certainement eu du prestige ou un certain poids à une époque. Bon, là, ils sont quand même plutôt désargentés, enfin, c'est un peu la fin quand même. Et puis, il y a ce monde qui est en train de bouger. Voilà, qui va bouger aussi par rapport justement à l'influence que peut avoir ou qu'a pu avoir la religion jusque dans la politique. Et donc, au niveau des mœurs, il y a ce truc qui quand même, en tout cas pour ce qui est des femmes, clairement, enfin, je pense en tout cas, moi, qu'il y a quelque chose de cet ordre-là au départ. C'est-à-dire que la femme, elle est à la fois... enfin, il a une maman voilà, qui est très pieuse, qui est presque comme une sainte. Sa sœur, on peut se demander s'il ne projette pas ça aussi dessus. Et en même temps, quand il va rencontrer d'autres femmes, il y en a qui sont quand même très incarnées. Et puis après, il va aller, si je puis dire, un peu grivoisement vérifier par lui-même. Et il va se rendre compte que, voilà, il y a des dames, il y a des saintes, et puis il y a des femmes. Il va même avoir une femme mariée, donc, puisque sa maîtresse était mariée. Bah, c'est pas une sainte, donc. C'est une Non, sainte. Peut-être pas très pieuse, cette dame, on ne sait pas. Non. Mais même dans ses mémoires, même dans le livre qui s'appelle René, et il a écrit beaucoup sur la mythologie, et c'est très historique et c'est très religieux. Son livre René est assez remarquable. Oui, c'est Et ça qui est surtout, intéressant, c'est qu'il est dans un contexte où ça bouge. C'est-à-dire que lui, il grandit quand même dans ce truc. C'est-à-dire que je crois, oui, c'est un peu comme l'histoire par rapport à Freud avec ce truc, ce débat qui n'en finit jamais sur son judaïsme. Mais ça plaît ou ça plaît pas, il a cette culture-là. Ça veut dire que forcément, il y a des trucs. Et comme on pourrait dire pour n'importe lequel d'entre nous, à un moment donné, on pense quand même comme des Français. Si on est né en France, on a grandi en France, etc., je pense que la laïcité, c'est les grands trucs, les grands débats aujourd'hui. Je pense parce que je suis retombée sur un truc, on parlait de laïcité à la française. Bon, bah, par exemple, vous voyez, sur un sujet comme celui-là, on a un regard particulier, enfin, culturellement, qui nous est propre. Et même si on vit à l'étranger, même si on est dans du cosmopolite, il y aura toujours quelque chose quand même qui va rester, qui aura fait trace et qui nous rattrapera et qui transparaîtra. Et je pense que, voilà, pour lui, ce qui est très intéressant, alors pour le coup, si on faisait une deuxième tranche 20 ans après, 30 ans après, je sais pas, peut-être que ce serait là, pour le coup, une fois qu'il est dans sa vie politique, ça serait marrant de le voir à cet endroit-là. Mais encore une fois, il est dans ce monde voilà, qui bouge et en même temps, il a quand même ce background assez classique, assez traditionnel. Et Pour comment autant, est-ce il ne que... choisit pas une femme traditionnelle, classique, et je vais dire un petit peu comme sa mère et sa sœur, entre guillemets, religieuses. Alors, en ce sens, il est un petit peu rebelle, quelque part. Bah, en tout cas, ce qui serait Par intéressant rapport à à ce qu'il creuser... disait de la morale sexuelle de l'époque, peut-être il n'a pas trouvé, entre guillemets, son compte, je vais un peu vite, mais vers ce genre de femme, justement, parce qu'il y a trouvé peut-être des interdits ou des choses bloquantes qui freinaient, etc. C'est ça que je veux dire. Alors, il peut y avoir ça, on peut imaginer plein de choses. On peut se poser la question de cette façon-là. On peut se demander s'il ne s'en émancipe pas, c'est-à-dire s'il ne prend pas le contre-pied, vraiment comme un choix, de dire, eh bien moi, justement, je ne sais pas ça que je veux, parce qu'il est dans l'air du temps, il se dit, mais non, mais la vie, voilà, la morale, la société, elle bouge, je bouge avec elle, donc moi, je ne ferai pas ça. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être, si on est vraiment, alors là pour le coup, si on est dans le fantasme au sens analytique, il ne peut pas aller vers ces femmes-là parce qu'elles ressemblent trop à sa mère et à sa sœur, donc ce serait quand même un peu, un peu chaud. Enfin, je sais pas, voilà, il y a plein de possibilités en fait, plein de pistes de lecture en fait de ça. Et ce qui est intéressant, en tout cas, me semble-t-il, dans son cas, ce qui peut être intéressant, c'est effectivement d'aller creuser ou s'amuser avec cette idée il vient d'un milieu traditionnel assez religieux, assez pieux, en tout cas du côté de la maman, clairement. Et en même temps, puis bon, il est breton, à l'époque, la Bretagne, quand même, enfin, même encore aujourd'hui, je crois qu'on dit que la Bretagne, ça reste quand même une région où la religion catholique, elle est importante. Mais en tout cas, voilà, il y a tout ce truc culturel qui est marqué. Et en même temps, ben voilà, il s'ouvre au monde et il va rencontrer des espaces où ça marche différemment, ou alors
où ces choses-là, elles sont complètement remises en question. Donc forcément, ce conflit-là, il a bien dû en faire un truc. Ben, j'imagine. Et il y a Anne Capozzo a levé la main. Oui. Anne, c'est à toi. Merci Muriel pour cette présentation, c'est très intéressant. Alors tu es psychanalyste, donc tu as écrit ce livre en tant que psychanalyste en utilisant le narrateur Joseph. D'ailleurs j'ai beaucoup aimé le choix dont tu as parlé avec l'origine hébraïque. Et moi j'ai une question parce que je suis curieuse et de savoir quel a été ton ressenti en écrivant ce livre et notamment as-tu pu vivre à travers l'écriture le transfert avec, donc Chateaubriand dans ta relation via Joseph? Qu'en est-il de ce transfert? Ah, c'est très, très intéressant. Alors, non, mais je rigole. Ce qui me fait rire, c'est qu'en fait, je suis en train de me dire, voilà, petit aparté très mama. Non, mais j'arrête pas de dire partout. Moi, j'adore faire des trucs à l'APE. Les élèves, ils sont trop chouettes. Je les adore. Ils posent des super questions. Alors, voilà, ce soir encore, vous me le prouvez. Alors, elle est passionnante, cette question. Alors, du coup, le transfert, alors oui, parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, bon, Joseph, c'est moi, c'est moi avec un décalage, mais c'est vrai que c'est moi. Ça veut dire que quand je vous dis depuis tout à l'heure, je vous dis, voilà, je rentre dans la peau de Chateaubriand ou de machin ou de bidule, mais je suis évidemment aussi dans la peau de Joseph. Et Joseph, il a vachement de points communs quand même avec l'analyste que je suis, avec ma petite cuisine et comment je réfléchis et comment je me dis j'y vais pas. Je trouve que, bon, je pense qu'il est quand même, en tout cas pour l'instant, il est quand même plus doux que moi, me semble-t-il. C'est un homme très doux, voilà. Un homme très sensible. Mais, et en fait, on va le sentir plus peut-être avec Claudel parce que c'est une femme, qu'il est un homme et que dans mon imaginaire, il est hétérosexuel et qu'elle était très belle, Camille Claudel, elle était très séduisante. Tout le défi pour Joseph, c'est que je crois qu'il aime profondément les êtres humains. Et je pense que, et je pourrais dire la même chose me concernant, s'il n'y a pas un minimum de sympathie ou une forme d'affection pour la personne qui vient, c'est pas possible de travailler avec elle. Et en même temps, quand on fonctionne comme ça, le défi, c'est ne pas trop aimer. Et finalement, l'histoire du transfert, alors qui va être à la fois, donc moi, c'est un défi, en tout cas que moi, je pense devoir relever à chaque fois. Il ne faut pas que j'aime trop mes patients. Donc voilà, c'est un grand sujet de supervision. C'est un de mes marronniers de supervision que j'apporte régulièrement. Il ne faut pas que je les aime trop. Et pour le coup, ça, oui, mais même Chateaubriand, je suis en train de me rappeler un peu de ce que j'ai écrit. Voilà. C'est-à-dire que ce petit gars qui a peut-être l'âge d'être son fils, vraiment, il l'aime bien, il le trouve attendrissant et en même temps, il est conscient que peut-être il lui apporte quelque chose du bon papa et du papa qui est plus à l'aise avec l'émotionnel et le sensible que le sien. Et en même temps, être trop papa poule ou quoi, ça va peut-être pas l'aider ce jeune homme à partir. Donc il faut qu'il trouve la bonne distance. Et donc, oui, je répondrai à la question de cette façon-là par rapport au transfert. Oui. C'est présent. Oui. Et il y a une synchronicité que tu as peut-être remarquée, là, quand je fais une petite aparté intéressante, c'est que Céleste était née le 6 février, sa femme, si tu vois ce que je veux dire. Oui. C'est pas mal. C'est pas mal. Elle aurait pu faire mieux à 5 jours près, mais… Donc, tu as le mode d'emploi. Marilyn, tu as levé la main. Oui, bonsoir. Je voulais savoir s'il y avait plusieurs patients. On t'entend très mal, Marilyn. J'entends pas très bien, Marilyn. Je suis désolée, j'entends pas bien. Pas du tout. Vous m'entendez? Vous m'entendez? C'est bon. C'est mieux. Oui, je voulais savoir s'il y avait un ou plusieurs de vos patients. Non, le son s'arrête. Le son s'arrête. Recommence plus près du micro ou autrement. Oui, parce que je suis en partage de connexion, vous m'entendez? Ah, c'est peut-être ça. Je vais taper
je lui écrirai. Oui, c'est ce que j'allais dire. Peut-être, ça marche, oui, le chat. C'est possible Oui, de faire des écris-le sur questions. le côté. Écris-le sur le côté, Marilyn. Peut-être on peut faire comme ça. Mais moi, pendant que Marilyn écrit, ce qu'il y a d'intéressant, c'est Ah. que ah oui, bah vas-y, en quoi vos patients ont Oui. pu aussi vous inspirer? Oui, bah là aussi, voilà, un peu dans comment dire, le prolongement de la question précédente, en quoi ils ont pu m'inspirer. Alors là aussi, c'est rigolo. Alors pour le coup, c'est pas tant qu'elle soit intéressante, c'est qu'en plus, tu parlais un instant de synchronicité, Stanislas. Donc là aussi, pour rappel, moi, je travaille quand même à temps partiel en CMP adolescent. Ça veut dire que des petits jeunes de 16-17 ans, je commence à en voir pas mal depuis quelques temps. Et alors c'est marrant parce que du coup, voilà, quand je les vois, alors moi j'ai tendance à dire d'ailleurs, je sais quelquefois il y a des jeunes qui sont un peu décontenancés au départ quand ils me rencontrent, et puis après il y en a que ça amuse. Alors, en général, les garçons ils sont plus détendus que les filles. Les filles souvent elles sont un peu étonnées, un peu décontenancées. Moi je les trouve pas très punk les jeunes aujourd'hui. Alors souvent je vais un peu les embêter là-dessus. Je leur dis mais je sais pas, vous trouvez pas que vos parents c'est des gros nazes, vous trouvez pas chiants, les profs vous trouvez pas que c'est des gros has-been, enfin je sais pas. Je vais toujours aller chercher sur alors le conflit là. Et du coup, il m'inspire et à la fois je le trouve en contraste parce que d'ailleurs il y a de ça aussi. C'est vrai que Joseph lui fait un peu ce coup-là dans le bouquin. Il essaye un peu de lui dire bon écoute, peut-être de petit premier de la classe là, tout gentil, le bon fils à papa et à maman. Bon mais allez, il y a des trucs ça t'embête quand même. Quand ta mère ou ton père fait ça ou dit ça, mais bon. Et donc, oui, il peut me faire penser. En tout cas, il y a quelque chose d'intemporel dans l'adolescence, dans les questionnements, même sa tentative de suicide. On peut se poser la question, est-ce que c'est une vraie tentative? Vraiment? Est-ce qu'il a vraiment. Parce que, bon, là aussi, je ne veux pas divulgacher, comme disent nos amis québécois, mais bon, il y a TS et TS. Quand on a vraiment envie d'en finir, il y a des moyens vraiment, quand même, plus ou moins radicaux. Là, ils ne donnent pas forcément toutes les chances. Donc, ça pose plein de questions. Et beaucoup de Oui, jeunes sont là-dedans, finalement. mais il y a aussi ne pas oublier qu'il a écrit un livre qui s'appelle Mémoire d'outre-tombe. C'est pas Ah oui. anodin. Et que le père, n'ayant pas trop d'argent, avait hypothéqué le tombeau familial. C'est quand même pas inintéressant non plus dans l'histoire familiale des Chateaubriand. Tout à fait. D'ailleurs, on peut se demander, est-ce que finalement, enfin, quand il écrit D'outre-tombe, bon, puis il dit aussi, hein, sa vocation, il est à la fois sur le côté grand homme et en même temps l'homme qu'il est. C'est l'idée de laisser témoignage. Alors, il y a son histoire à lui, ok, mais son histoire en tant qu'homme à cette époque-là. Oui, Et c'est l'histoire dans l'histoire. exactement. Donc peut-être aussi qu'il parle, peut-être que finalement il le laisse pour une descendance. Alors pour le coup qu'il a pas eu, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais en tout cas, oui, pour revenir sur la question et l'histoire des patients, alors je peux pas dire littéralement que des patients m'ont inspiré au sens où comme il a existé. C'est pas comme si j'avais dû voilà, je pourrais dire Joseph, c'est moi, et puis il a des caractéristiques d'homme que j'ai aimé. Voilà, je peux dire il est en lien avec des hommes qui ont été ou qui sont aujourd'hui importants dans ma vie. Voilà. Mais là, Chateaubriand, ben voilà, il a existé. Donc par contre, ça peut marcher presque dans l'autre sens. C'est-à-dire que, encore une fois, l'adolescent qu'il était peut enfin, il y a des gamins que je peux voir aujourd'hui, je peux me dire, ah bah oui, il y a le même truc qu'il y avait chez lui, ou c'est au même endroit que lui à cette période. Ouais. On peut le voir comme ça plutôt. Oui, moi j'ai retrouvé un de mes anciens patients dans Chateaubriand. Il y avait Oui. quelque chose de similaire, effectivement, qui avait fait une tentative de suicide aussi. Ben voilà. Mhm. Là, oui, il peut y avoir plein de raisons différentes. Et puis c'est un âge qui est particulier. Il est quand même. Aujourd'hui, ça va se jouer différemment. Lui, à l'époque, l'enjeu, il vient d'une grande famille, donc une famille qui a été quelque chose, qui bon, est un peu sur la fin de ses moyens. Mais par contre, qui porte tout un héritage symbolique. Voilà, qu'est-ce qu'il va faire de tout ça?
Aujourd'hui, ces pressions-là, qu'est-ce qu'il va faire de sa vie quand même? Sa mère aimerait bien qu'il fasse un truc, son père est plutôt sur autre chose. Lui, finalement, il ne sait pas. Il y a bien un truc qui l'aurait emballé, mais est-ce que c'est un vrai métier? On ne sait pas trop. Ça existe toujours. Sauf qu'aujourd'hui, c'est peut-être moins les parents, c'est l'école. Voilà, des petits Chateaubriand qui disent j'en peux plus. Bon, les profs me foutent la pression avec Parcoursup, l'orientation, tout ça, mais j'en sais rien, moi. Ben voilà. Non, et puis il voulait quand même, après le Chateaubriand plus vieux, a voulu vraiment marquer l'histoire. Il y a eu quelque chose dans toute sa vie, même dans une citation où il disait, j'ai noté une citation dans sa vie, là où est la forêt, là est la patrie. Les forêts précèdent les peuples et les déserts les suivent. C'est incroyable d'écrire des choses comme ça. Tout à fait. Bah, encore une fois, c'est ce qu'il se donne en tout cas comme mission quand il écrit ses mémoires. D'ailleurs, je crois qu'elle commence comme ça, de mémoire. Elle commence, Oui, tout à fait. Tout à fait. où il explique en fait pourquoi est-ce qu'on va lire son histoire, et quel est son but à ce moment-là. Et en même temps, c'est pareil, c'est un truc que je trouve magnifique, en tout cas, et là, ça revient un peu sur les questions qui ont été posées ce soir autour de le transfert, voilà, des passerelles que je peux faire avec mes patients. Mais c'est ça qui est beau aussi dans la jeunesse, c'est-à-dire que la jeunesse, elle nous bouleverse dans ses doutes, etc. Et en même temps, ce qui est beau, c'est quand vous avez un gamin en face de vous et que vous vous dites, mais il pourrait vraiment. Voilà, il y a la beauté et le tragique. La beauté, c'est quand vous le voyez, vous vous dites, mais ce gamin ou cette gamine, il y a vraiment un truc, et qu'on a envie, à travers le travail avec eux, de les mettre sur ces rails comme ça pour qu'ils se réalisent. Et la tragédie, c'est quand ça ne se fait pas. Voilà, quand ça ne se fait pas. Tout à fait. Et lui, il est à ce moment-là quand il vient consulter dans le bouquin. Il est à cet endroit-là. Est-ce qu'il y a d'autres réflexions? Je ne vois pas de main se lever. Je pense que tout le monde aura très envie de lire ton livre quand même, que je conseille fortement. Mais après, c'est vrai que tu as parlé d'Agatha Christie et c'est vrai que souvent, moi, à certains apprenants, tu vois, qui ont entre guillemets la tête dans le guidon à lire plein de livres de psychanalyse et de psychanalystes. Moi, je l'ai dit une fois à une apprenante, bon, la semaine prochaine, vous lisez un livre d'Agatha Christie et on va faire la psychanalyse du meurtrier et du détective et vous verrez que c'est tout à fait la psychanalyse, Agatha Christie. Oui, bien sûr. Et tu vois que derrière moi, dans la bibliothèque, j'ai les 63 Agatha Christie en deuxième colonne. Parce que j'ai les 63 Agatha Christie qu'elle a écrit. Non, mais elle était très prolixe, elle en faisait un par an, je crois. À un moment donné, c'était très métronome, hein, un par an. Exactement. Ouais. Oui, il y avait quelque chose de psychorigide chez elle. Hein. Oui, c'était sûrement une bonne obsessionnelle, oui, il y a des chances. Oui. Enfin, son héros raconte ça. Et Hitchcock aussi, d'ailleurs. Ben oui, ça va être. Voilà, là, j'ai ma documentation qui est arrivée. Mais voilà. je t'ai lancé la chose. Moi, j'aimerais bien que tu fasses George Sand. Voilà, un titre. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que l'idée aussi, c'est d'essayer, voilà, d'être un peu dans une forme de parité. Donc, à un moment donné, va se poser la question, peut-être à nouveau une femme, en tout cas. Là, ce qui sera intéressant, c'est de voir alors sous quel angle, c'est-à-dire finalement, voilà, sous quel angle. C'est toujours ça le truc. Quel événement, quelle partie, quel moment charnière on va prendre. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on va mettre. Ou Colette, alors Colette, oui, alors Colette était sur ma liste dans mes chouchoutes. Alors évidemment, moi, au départ, je partais sur des trucs, mais quand même, alors il faut savoir que j'ai une passion pour les artistes bipolaires quand même. Et je me suis dit, je ne veux peut-être pas trop épouvanter mon lectorat avec Sylvia Plath ou Virginia Woolf. Alors, Woolf, encore, ça va, mais Plath, elle est vraiment One Sexton. Je me suis dit, bon, allez, je ne vais peut-être pas y aller trop fort, mais j'adorerais. Hein. Je trouve ça passionnant. Et en même temps, comme je venais de faire Claudel, hein, je voulais pas, encore une fois, je veux pas écrire à chaque fois le même livre. Hein. C'est-à-dire que l'histoire de Claudel et de Rodin, si j'avais pris par exemple après Sylvia Plath et son mari, il y avait quelque chose de trop proche quand même de la rivalité, de l'amour fou de la rivalité. Bon.
Mais oui, oui, Colette faisait partie des personnes auxquelles je pensais aussi. Ouais, ouais. Et on reste beaucoup dans le 19e siècle. Oui, en même temps, alors, il y a plusieurs raisons. Alors, bon, 20e siècle maintenant, on pourrait, hein, mais c'est vrai qu'il y a aussi que le fait qu'on ne va pas écrire sur quelqu'un de vivant. Voilà, ça ne peut pas être quelqu'un du présent, par exemple. Ça serait enfin, c'est délicat, c'est embêtant. Mais oui, après, je ne sais pas, il y a peut-être aussi des époques qui se prêtent plus, enfin, qui sont plus romanesques. Peut-être aussi, je ne sais pas. Tu pourrais faire Jésus sur le divan. Pourquoi pas. À quoi j'avais pensé? Non, mais avec ta boutade, tu avais pensé, il y avait un truc auquel j'avais pensé, je ne sais plus ce que c'était. Ça me reviendra. Mais non, non. Ah, moi, j'avais aussi beaucoup, j'aurais bien eu envie parce que je l'aime beaucoup, c'était Camus. Ah oui, Voilà. Un homme que j'admire beaucoup. notre étranger à tous. Voilà. Voilà. Et là, peut-être que finalement, à ce moment-là, Joseph ferait une entorse et tomberait amoureux d'un garçon, alors, parce que moi, je l'aime tellement, Camus, que ça se sentirait dans le transfert. Ce n'est pas forcément une entorse en plus. Bah, en tout cas, pour l'instant, je l'imaginais, mais enfin, je l'imaginais, c'est parce qu'en fait, bon, pour l'instant, bon, avec Claudel, voilà, il s'est laissé embarquer. Mais oui, tu as raison, il pourrait tout à fait se laisser embarquer par les deux, en fait. Pour l'instant, rien n'est figé. C'est vrai. D'où l'armoire derrière toi. Il faut bien sortir du placard de temps en temps. Oui, tout à fait. Bah, peut-être peut-être qu'il y aura quelque chose, pourquoi pas. On va peut-être, je ne sais pas où est Nathalie. Nathalie, tu es dans les parages. Comme on le voit plein écran, je ne sais plus trop. Oui, je suis là. Donc, tu as des choses à dire, Nathalie? Non, non, non. Donc, on s'arrête maintenant ou vous avez encore quelques réflexions? Vous êtes tous sur Internet en train de commander son livre, hein, j'espère. Alors, pour le coup, Il on peut sort en commander sur le librairie. site de l'éditeur. N'hésitez pas. Tu peux nous le rappeler Sur le là? site de l'éditeur, Muriel, redonne-nous le site de l'éditeur, s'il te plaît. Oui, Si tu le sais alors par cœur. citer des livres, donc comme la ville, enfin comme la ville, comme police, hein, citer des livres, je crois tout attaché.com. Et Ouais. tu arrives en tête, hein, Muriel, sur le site, tu arrives en tête. Il n'y a pas besoin de beaucoup chercher, tu es juste. Oui, parce que ça c'est nouveauté, tout simplement. Oui, tout à fait. Mais il sera en librairie aussi? Oui, je sais qu'il y a eu. Alors après, moi, je gère pas ça. Je ne sais pas. Alors comme au départ, c'est un éditeur en plus qui est en Bretagne, hein, qui est à Dinard. Dinard ou Saint-Malo, je ne sais plus, dans Dinard, je crois vraiment aussi la maison. Donc, je pense que localement, voilà, pour les Bretons, très facilement en librairie, certainement. Après, au niveau de la diffusion, je ne sais pas trop comment ça se passe. Donc, pour le coup, je ne saurais pas dire. Mais à mon avis, facile à commander, pour le coup, s'il n'est pas. Voilà, s'il n'est pas. Je pense que ça va être en lien aussi, si j'ai l'occasion de faire des signatures. Je peux déjà vous dire, si vous avez l'occasion, il y a donc il y a un festival qui s'appelle Étonnant Voyageur. Oui, à Saint-Malo tous les ans, qui existe depuis voilà, des années. Et j'y serai cette année, donc si vous avez l'occasion d'y passer, par exemple, là vous le trouverez facilement, et puis on pourra même papoter, parce que j'y serai. Déjà, pour commencer. Nathalie, on ferme la boutique? Si vous n'avez plus de partage à faire, je coupe l'enregistrement. Moi, j'avais juste une petite réflexion de dernière minute. Muriel, tu as exploré donc Chateaubriand, précurseur du romantisme, écrivain, magnifique. Camille Claudel, sculpteur, de génie. Hitchcock, cinéaste. Pourquoi pas effectivement un écrivain à travers Camus? Pourquoi pas un peintre? J'avais un peintre en tête, mais pour l'instant, on n'est pas d'accord avec l'éditeur. Ah, voilà. Et effectivement, explorer toutes les formes d'art à travers cette méthode que tu as entreprise et que je trouve fort intéressante. Voilà, c'était une idée. Merci, oui, très bien. Un musicien, etc. Enfin, voilà quoi.
Il y a plein de... Exactement. Mm. Donc, comme on a des petits critères, effectivement, pour l'instant, je sèche un peu parce que je voudrais donc avoir voilà, une sorte de mixité aussi. Mais oui, moi, il y a un peintre auquel je pensais, et je vais essayer de convaincre mon éditeur. Voilà, s'il y a plusieurs aventures, il y en a un que j'ai en tête et j'ai déjà sa correspondance parce que ce qui m'intéresse aussi, oui, quand même, voilà, ce que je peux juste dire aussi pour terminer par rapport à la méthode, c'est que le but aussi, c'est d'avoir des artistes, des personnes dont je puisse avoir une parole directe. C'est-à-dire que je cherche à travailler avec ou des correspondances. Bon, là, Chateaubriand, c'était ses mémoires, voilà, ses premières personnes. Il raconte sa vie. Claudel, je me suis beaucoup appuyée sur alors, des biographies, mais aussi sa correspondance. Parce que c'est là-dedans aussi qu'on va trouver justement ce qui est un peu réaliste de son énergie, de sa façon d'être. Et donc pour Hitchcock, là voilà, j'ai reçu tout un tas de trucs. Pareil, il a beaucoup écrit sur sa façon de concevoir son travail. Il y a beaucoup de pensées, de choses comme ça. Et donc pour les peintres, il y en a un que voilà auquel je pensais, qui me semble être un peintre intéressant, important, et qui a écrit sur son art. Donc j'espère voilà arriver à... Et après, un de mes grands défis, ça va être, alors la musique, je connais un peu moins, mais on m'a déjà fait des suggestions que j'ai dans un coin de ma tête. Après, c'est la danse. La danse, je me suis dit, ah, qu'est-ce que je vais choisir pour la danse si je peux, voilà, si j'ai l'occasion d'aller jusque-là, de développer encore plusieurs titres. Et, voilà, il y aura la danse aussi, ce sera intéressant à aller chercher. Merci, Muriel. Merci à vous, en tout cas. Merci Muriel. Bonsoir à tous et à toutes. Et puis on se retrouve samedi matin. Merci beaucoup, Muriel. J'attends avec impatience de lire ton livre. Merci beaucoup à vous pour votre écoute et puis des questions très pertinentes et passionnantes. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, au revoir, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.